mot, il est pas sexy, la décroissance. Et il y a pour moi une dimension de radicalité, de choc. Il y a une dimension sensible. Il y a une dimension d'ouverture nécessaire qui est permise par l'art et qui est permise par les mots. Okay. Mais ça n'a pas de sens en fait. Enfin, la décroissance, c'est pas du coup juste on va fermer toutes les entreprises du pays, comme ça le PIB va réduire. Bonjour, je m'appelle Louis Pelé. Bienvenue dans ce podcast Think Degrowth, penser la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je suis allé à la rencontre de la doctorante Justine Burier. Justine essaie de comprendre comment associer ou dissocier l'entrepreneuriat et la décroissance, notamment grâce à l'art. N'hésitez pas à noter sur un bout de papier ou sur votre téléphone vos feedbacks et de me les envoyer sur LinkedIn. Bonne écoute. Bonjour Justine. Hello Louis. Bienvenue dans cet épisode de Think Degrowth, donc penser la décroissance. Je te propose de commencer simplement de te présenter. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Avec plaisir. Et je m'appelle Justine, je suis doctorante en première année et je fais une thèse sur la décroissance. Et plus précisément, je suis dans la discipline de l'entrepreneuriat. Et donc, je réfléchis à ce que ça pourrait être un entrepreneur décroissant. Et du coup, je suis en thèse à l'ESCP. Et avant ça, j'ai fait un parcours classique. J'ai fait une école de commerce, un master recherche et une prépa. Voilà. Ok, très clair. Peut-être commençons par les basiques. Doctorant, ça veut dire quoi ? Doctorante, ça veut dire que je fais un doctorat. Un doctorat, c'est entre 3-4 ans en France. Et à la fin, j'aurai une thèse. Et on m'appellera docteur. Stylé. Non, je rigole. Mais oui, et le but, c'est de faire de la recherche et de mener une méthode de recherche, d'apprendre ce que c'est que la recherche en 4 ans. Et à la fin, tu peux devenir enseignant-chercheur ou alors tu as un boulot dans des grosses boîtes en innovation ou en consultant. Ok, très clair. Et pourquoi alors ce sujet de la décroissance ? Parce que c'est un peu... déjà, c'est quelque chose qui est assez commun. Tu as d'autres personnes qui ont fait ce type de doctorat ou c'est... Alors, ça c'est une vaste question. Je dirais déjà que pourquoi le sujet de la décroissance ? Moi, je m'intéressais de base à l'entrepreneuriat comme activisme, l'entrepreneuriat comme changement social. Et à la suite de ça, j'ai parlé avec mon directeur de thèse qui m'a proposé la décroissance comme moyen une sorte d'activisme. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et c'est pas du tout un sujet commun, la décroissance. C'est un sujet qui choque, qui questionne. C'est un sujet qui met des blancs quand on parle avec tes potes qui sont en école de commerce, typiquement. Et justement, c'était cette portée un peu radicale, un peu étrange du mot qui m'intéressait. Et surtout, la mettre en opposition avec le mot entrepreneur, qui est par définition quelqu'un qui va vouloir faire croître son business. Essayer de voir ce qui pouvait naître de cette opposition entre les deux mots. Ok. C'est parce que moi, à titre perso, ça m'aurait pas... je peux même les trouver complémentaires. Okay. Mais c'est rigolo de l'appréhender de cette manière. Et pour bien comprendre, donc aujourd'hui, vu que ça dure 4 ans, c'est-à-dire que cette année, tu poses le sujet. C'est quoi concrètement ce que tu vas pouvoir faire ? Alors en fait, la thèse, c'est... moi, tel que je l'envisage, ça va être 3 projets, 3 papiers différents. Okay. Parce qu'après, le but, c'est un peu de publier ces papiers pour se faire connaître et pour trouver un job à la fin en recherche. Okay. Et donc, pour l'instant, moi, je bosse à la fois sur la cohérence de ce que va être ma thèse, c'est-à-dire que mes 3 papiers, il faut qu'ils aient un ensemble cohérent, et à la fois sur mon premier papier, donc sur mon premier projet. Et donc là, j'en suis au début de ce premier projet. D'accord. Et il porte, donc, moi, je m'intéresse à la notion d'imaginaire. Donc, l'imaginaire, c'est un peu nos représentations collectives, nos croyances individuelles à propos de la croissance. D'accord. Et donc, moi, je m'intéresse à cette question. Et là, je l'étudie dans mon premier papier à l'ESCP, donc à propos des étudiants en école de commerce. Okay.
et quels imaginaires de la croissance économique ils ont. Et pour étudier ça, j'étudie les œuvres d'art qui sont créées par les étudiants au sein d'un cours. Ok. Donc un peu, c'est le support de la création artistique pour appréhender des imaginaires. Ok, alors ça me soulève pas mal de questions. Okay. Tu parles bien de l'art thinking, oui, c'est ça. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Alors, l'art thinking, yes. Oui, en fait, c'est un truc assez particulier. En gros, l'art thinking, c'est un peu comme ça rentre dans les méthodes de design, comme design thinking, business thinking, tout ça. Et l'art thinking, c'est une manière de s'approprier la pensée artistique et les méthodes de la pensée artistique et de les réintroduire dans le monde entrepreneurial. Okay. Donc, ça a été en fait créé par mon directeur de thèse. Cette méthode à l'ESCP, qui est un séminaire de 3 jours pour des étudiants. Et en 3 jours, ils doivent créer des œuvres d'art, alors que ce ne sont pas du tout des artistes. Enfin, ils ne savent pas du tout comment créer. Et donc, ils suivent un process hyper précis pour créer des œuvres d'art. Et le but de ces œuvres d'art, c'est de challenger on dit challenger les statu quo, c'est-à-dire challenger les modèles économiques, sociétaux actuels et nos représentations Ça, c'est leur sujet. Ouais. Okay. Et en gros, le séminaire, il peut avoir des thèmes. Et par exemple, là, il y a eu le thème de la croissance. Et du coup, ça voulait dire essayer de challenger nos représentations sur la croissance. Et moi, je m'intéresse à ce genre d'œuvres d'art et à essayer de voir ce qu'elles veulent dire concrètement sur les représentations des étudiants. Ok, super intéressant. Et pourquoi passer par l'art ? Pourquoi, au contraire, tu n'irais pas dans la cour de l'ESCP et poser des questions aux étudiants dis-moi, qu'est-ce que c'est la croissance pour toi ? Ou qu'est-ce que c'est la décroissance ? Et justement parce que je pense qu'il y a une dimension sensible, il y a une dimension d'ouverture nécessaire qui est permise par l'art et qui est permise par les mots. Au sujet... pas de la décroissance en particulier, mais au sujet de nos imaginaires, de nos représentations, où il y a des choses dont on n'a pas conscience forcément, qu'on ne va pas pouvoir dire, parce qu'on ne sait pas qu'on les pense, notamment. Et qu'en représentant des œuvres d'art qui questionnent certaines choses, par exemple, qui questionnent des faits, des représentations qu'on voit tous les jours. Par exemple, ils remasterisent des pubs dans des angles différents. Et en regardant ça, en fait, on va imaginer des choses. Il va y avoir un dialogue entre le spectateur, le créateur, et à partir de là, il va se créer de nouvelles représentations. Et je pense que c'est un moyen intéressant d'appréhender la question de nos imaginaires autrement que directement par les mots. Est-ce que, en fait, en posant la question, moi je pensais c'était peut-être une manière de, est-ce que c'est ça, c'est de pouvoir s'adresser un peu au lieu de s'adresser seulement au conscient, de s'adresser par exemple au subconscient. Ouais. Donc c'est ça, ça serait ça l'objectif. Il y a ça et s'adresser à plein de... En fait, il y a aussi le fait de s'adresser aux sensibles, à ce qu'on ressent. Enfin, quand on est sur une discussion, qu'est-ce que tu penses de la croissance ? Tu vas avoir des pensées hyper rationnelles. Tandis que si je te montre une photo où il y a une fille qui porte des bijoux, c'est de la viande, ces bijoux, tu vas avoir une dimension de choc, de dégoût, tu vas te dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi elle porte des bijoux en forme de viande ? Ce qui est une des œuvres d'art. Et à partir de là, il y a une discussion qui va se créer, qui va avoir plein d'autres dimensions en fait, qui sont tout aussi intéressantes pour penser nos imaginaires. Ok. Là, ça va être compliqué de te demander de faire une œuvre d'art, mais si tu devais la décrire pour définir pour toi soit la croissance ou la décroissance, c'est à toi de choisir. À quoi ressemblerait ton œuvre d'art ? Si je devais faire une œuvre d'art qui... en fait, je trouve ça plus... Je pense pas qu'il y ait d'œuvre d'art qui représente la croissance ou la décroissance. Ok. Donc t'estimes que en fait, tu demandes des choses impossibles aux étudiants qui non, suivent mais en fait, c'est des œuvres qui critiquent ou qui questionnent l'existant, mais qui sont pas en train de proposer une voie hyper précise. D'accord. C'est pas du tout normatif, il y a rien de... Il y a des suppositions, il y a des questions, mais il n'y a pas du tout d'affirmation, en fait. Ok. Et moi, si je devais dépeindre la croissance ou la décroissance, je dirais plutôt du côté de... En fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller du côté de l'abstrait, d'ouverture à l'imagination. Il y avait une œuvre qui m'avait choquée où c'était un peu des sortes de corps humains étendus comme à l'abattoir, mais peints avec des grands traits rouges de peinture, hyper abstrait, et où tu es dans une dimension de recul, où tu te dis c'est quoi ça
Tu te questionnes et à partir de là, il y a plein de liens qui se font dans ton cerveau et d'ouverture, en fait. Ok, je comprends. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que lorsque tu parlais de ce processus de créer de l'art, tu parlais de choquer, de perturber, etc. Et est-ce que pour toi c'est l'objectif ou pourquoi tu utilises à chaque fois ces termes un peu Parce que pour moi, ça a un parallèle total avec la décroissance, qui a un but. Le mot, il est pas sexy, la décroissance. Et il y a pour moi une dimension de radicalité, de choc, qui sont très similaires au sens où c'est en... Enfin, quand on nous parle de décroissance, t'es en mode pourquoi tu me parles de ça? Enfin, tout va bien, tout va bien chez moi et tout. Et en fait, je trouve que la décroissance, c'est un mot qui nous interroge, qui nous fait un peu nous dire, en fait, il y a des choses fondamentales qui ne vont pas par rapport à ce qu'on nous dit sur le climat, dans nos modes de fonctionnement de la société. C'est pas compatible, en fait, c'est pas cohérent ce qu'on vit et ce que l'on nous apprend sur le climat. D'accord. Et pour moi, c'est pas seulement le comprendre, enfin il faut le comprendre, mais il y a aussi une dimension que tu dois le comprendre intérieurement. D'accord. Et qu'il y a une dimension de choc, par exemple portée quand on dit décroissance. Il y a une dimension qui est importante et percutante, c'est ça. Ok, très clair. Et donc si je récapitule, si tu devais peut-être reprendre une œuvre qui toi avait bien décrit la décroissance, donc c'était ces corps humains en étoile sur lesquels il y avait des traits rouges, c'est ça? Mais ça représente pas pour moi, ça représenterait plus cette notion de croissance, de violence, de violence, comment on dit, de déshumanisation, par exemple, et d'un rapport au sensible qui est pas du tout, qui est sur le rationnel, l'exploitation, typiquement. Ok. Et si je devais décrire une œuvre sur la décroissance, il y a une œuvre c'était un toilette. Donc au milieu d'une salle, un toilette jaune, comme l'œuvre de Marcel Duchamp qui s'appelle Fontaine, où il a pris un toilette et il l'a mis dans une salle d'exposition. Et là, le toilette, en fait, il y avait écrit Ricard dessus, et les étudiants, ils sortaient du Ricard à la louche, et ils le servaient, en fait, ils le servaient à tout le monde, et du coup, les gens, ils étaient en train de papoter autour du toilette. Et en fait, l'œuvre, elle participait à créer un moment de convivialité et de... Enfin, l'objet toilette, il était complètement détourné. Et je trouvais que c'était un moment hyper intéressant et que ça pouvait représenter un peu la décroissance. Très bien, ok. C'est marrant. Et si tu devais le définir, peut-être le mot décroissance, alors c'est peut-être un exercice plus difficile, parce que c'est pas forcément sur quoi tu travailles, mais si c'était une définition un peu plus scientifique ou plus normée, ça pourrait être quoi? La décroissance, par exemple, en écologie économique, du coup, qui est la science qui a sorti la décroissance. Donc en recherche, c'est défini comme une réduction équitable de la production et de la consommation, avec pour but d'améliorer le bien-être humain, d'améliorer les conditions environnementales, à la fois long terme et court terme, et à la fois locale et globale. Ça, c'est une définition qui fait un peu consensus en écologie économique. Et qui est, pour moi, qui est un peu sur la notion d'un projet de société tourné vers des valeurs qui soient un peu différentes et qui réintroduisent un peu l'idée de limite. Très clair. Je dirais. Alors, ce qui m'a... alors, je pense que je l'ai déjà lu, cette définition. Parce que j'ai lu le Que sais-je de Serge Latouche sur la décroissance. Et peut-être qu'il en parle, mais ce qui m'a perturbé dans ta définition, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de subjectifs. C'est-à-dire qu'il y a des notions de bien-être, des notions d'équitable, alors qu'initialement, mais c'est juste pour bien comprendre, alors qu'initialement c'était vraiment une définition plutôt objective que je te demandais. C'est pas du tout en disant revoir la copie, je suis pas d'accord avec ta définition, mais c'est pour bien comprendre comment en fait, pour moi un terme comme la décroissance, peut-être qu'il faut commencer par définir la croissance pour mieux définir la décroissance, mais j'ai l'impression quand on dit croissance, ça va être l'augmentation du PIB mondial. Et pourquoi quand on parle de décroissance, on ne dit pas simplement c'est la baisse du PIB mondial? Parce que, certes, dans le mot décroissance, il y a le mot croissance. Et certes, une conséquence de la décroissance, ce serait la réduction du PIB. D'accord. Mais le but, c'est pas de décroître pour décroître.
ce qui n'a pas plus de sens que de croître pour croître. Exactement. Et derrière, du coup, le mot décroissance, il y a une dimension fondamentale de projet, et pas seulement économique, mais aussi sociale. Ok. Et je sais plus ce que je disais. Non, mais en fait, je comprends, c'est qu'en fait, effectivement, c'est de faire deux en un. C'est à la fois de dire, nous, en fait, la décroissance, ça va pas être le projet de la croissance, mais à l'inverse, sans projet et croître pour croître ou décroître pour décroître. Et donc derrière, il y a une notion de vouloir, dès la définition en fait du mot décroissance, de vouloir donner une portée de justice sociale, Oui. d'équité, de durabilité, que ce soit à l'échelle locale ou globale. Ok, je comprends. Et ce consensus, ça a été créé par qui? Parce que, moi, pour revenir aussi sur la définition, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est un peu finalement quelqu'un qui n'oserait pas dire de manière très synthétique et très brute, effectivement, la décroissance, c'est la baisse du PIB. Et après, la personne se dit, ok, attends, on reprend les choses dans l'ordre. Et après, tu peux effectivement mettre ces notions de bien-être, de justice sociale, etc. Mais j'ai l'impression, quand j'ai entendu la définition, mais peut-être que c'est un sentiment qui était que personnel, j'ai l'impression qu'on essayait de m'enfumer, quoi. Mais alors pas du tout, parce que pour moi, justement, la baisse du PIB pour la baisse du PIB sans justice sociale ou sans une volonté de bien-être, qui est une notion, je te l'accorde, un peu vague. Mais ça n'a pas de sens, en fait. La décroissance, c'est pas du coup juste on va fermer toutes les entreprises du pays, comme ça le PIB va réduire. Mais c'est par exemple, on va avoir une activité, on va avoir une activité qui est différente, une croissance qui est différente, et qui, in fine, va aboutir à la fermeture de certaines industries, typiquement. Ou pas fermeture, mais juste réduction de certaines industries, et qui vont entraîner une baisse du PIB. Okay. Et ce que je trouve intéressant dans la définition, c'est qu'on ne parle pas seulement de réduction de production, consommation, mais d'augmentation du bien-être, d'augmentation des conditions environnementales, et après une dimension un peu de mettre tout le monde dans le package, genre global, équitable, nanani. Ok, je comprends. Et justement, s'il devait y avoir... désolé, je vais mettre de cette manière assez... pas scientifique, mais pragmatique. Ça serait quoi les... par exemple, quand on parle de croissance, je vois très bien de quel indicateur on parle. Donc, c'est l'augmentation du PIB. Et si on parle de décroissance, ça serait quels indicateurs qu'il faudrait que je suive si, je sais pas, je devais être un président et que je souhaite porter de la décroissance avec toute cette notion de bien-être, de justice sociale. Ce serait quoi les indicateurs que je devrais regarder tous les jours pour vérifier que je fais bien mon boulot, quoi? J'ai envie de te dire la température. Ok, non mais ok. Je pense des indicateurs ou les physiques. projections de température. Exactement, des indicateurs physiques de ce qui se passe intéressant. Dans le climat. Et après, au niveau sociétal, les inégalités, typiquement. D'accord. Parce qu'un projet décroissant, il réduit les inégalités dans l'objectif. Et ensuite, je pense que tous des indicateurs d'impact, genre impact sociaux, impact environnementaux de tes entreprises. Ok. Voir si elles ont des modèles qui sont viables. Et après, évidemment, il faut toujours des impacts économiques, parce que des entreprises qui ne sont pas viables économiquement, ça ne marche pas. Mais ce serait plus la valeur centrale, le PIB, à laquelle tous les autres indicateurs seraient... ce serait plus la mesure étalon, si tu veux. D'accord, je comprends. Et justement, alors, pour reprendre chacun des différents domaines que tu as cités, donc je vois très bien, et je pense que tu as raison sur cet aspect physique, où en fait, c'est regarder quelles sont les projections de température. Ça paraît évident, mais c'est vrai qu'en fait, ça devrait être un indicateur clé. Après, tu parlais aussi peut-être d'indicateurs sociétaux. Et ça pourrait être quoi, ces indicateurs? Est-ce qu'ils existent, ou au contraire, ils n'existent pas? En fait, je pense que tous ces indicateurs, ils existent en réalité. D'accord. J'ai pas de nom d'exemple, mais tu sais, des trucs sur le bien-être, ça existe. On sait mesurer le bien-être des populations. Tu sais, il y a l'indice de développement humain, typiquement, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, la santé. C'est des indicateurs de bien-être d'une population, je pense. Et... oui, je pense que, et même à l'échelle des entreprises, tous ces indicateurs, ils existent. C'est des comptabilités différentes, elles sont en train d'être créées actuellement.
Ok. Et elle pourrait être plus... Enfin, il faut qu'elle soit plus diffusée pour que les entreprises ou les États les adoptent. Parce que si tu es tout seul avec ton indicateur, enfin, le PIB, l'avantage, c'est que tu le compares aux autres pays et tu sais où t'en es. Si tu es tout seul avec ton indicateur, ça n'a plus de sens. Mais t'as l'exemple, enfin, je le connais pas très bien cet exemple, mais il y a un pays, je crois, le Bhoutan, Oui. mais je sais pas si ça te parle. C'est connu, il mesure le bonheur. C'est ça. Ouais. Et je crois que ça, mais alors il faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus, mais c'est assez sérieux dans la démarche, c'est-à-dire que c'est, je crois, un formulaire que 1000 citoyens au hasard répondent. Et tu as une partie questionnaire où tu réponds sur une grille, une feuille de papier, et aussi un questionnaire avec un entretien. Et ça dure un certain temps, quoi. C'est 45 minutes, enfin, c'est pas. Enfin, il y a un processus. Enfin, peut-être au prochain épisode, je pourrais dire un peu plus, donner un peu plus d'infos, mais en tout cas, enfin, j'avais cette idée-là de cet indicateur. Oui. C'est à la fois de quelque chose où on tire au sort des citoyens et on va vraiment au fond des choses, quoi, sur plusieurs aspects. Très clair. Tu as aussi dans ta définition parlé de projet de société. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et comment tu crées ce projet enfin, déjà, est-ce qu'actuellement on a un projet de société? Et peut-être c'est de dire en fait il faut en créer un vu qu'on n'en a pas. Et ça serait lequel? Alors là, on est sur des grandes questions philosophiques sur le projet de société. Mais je ne sais pas si on a un projet de société actuellement, mais je pense qu'en effet, on manque d'idées sur un futur qui soit différent de la trajectoire actuelle, en fait. Et je pense qu'on se dit actuellement... Bon, la croissance économique, c'est pas ouf sur le long terme environnementalement, on s'en rend compte. On se rend compte aussi que ça n'a pas résolu le problème des inégalités sociales, au contraire. On se rend compte que c'est pas synonyme de bien-être, nanani. Et sauf que derrière, donc il y a l'idée de la décroissance typiquement, mais sauf que derrière, ça suffit pas comme mot de dire décroissance. Et je pense qu'on manque de mots pour dire ce que serait un avenir un peu plus... durable, on manque de diffuser des alternatives. Et c'est là où l'imaginaire justement peut vraiment porter quelque chose. Pour justement imaginer que les choses soient différentes, il faut imaginer que les choses existantes puissent changer et qu'on a la possibilité en fait de les transformer. Et je pense que ça passe par un projet de société, je pense que ça passe par l'action de plein de gens en fait qui agissent différemment à leur échelle, qui font partie je sais pas d'assauts, qui vont il y a 1000 échelles de radicalité, il y a des gens qui vont aller en communauté vivre reculer et tout, et juste des gens qui vont dire vas-y, je prends plus l'avion. Et je pense que ça passe par plein d'échelles. Mais qui manque une sorte de valeur ou de plus de mots pour dire vers quoi on veut tendre en fait. Ok, je comprends. Lorsque tu parlais de la croissance, j'aimerais aussi te questionner par rapport à ça. Tu disais que sur l'environnement, ça a posé des problèmes. Sur les inégalités aussi, c'est que les inégalités ont cru au lieu de décroître. Et aussi des notions de bien-être. Et j'aimerais reprendre, donc, pour commencer d'abord sur l'environnement. Je pense globalement comme toi, mais qu'est-ce que tu aimerais répondre à des personnes qui vont te dire en fait tu peux avoir de la croissance, par exemple tu as l'économie, alors j'ai plus le terme, l'économie de l'intelligence où en fait tu te dis tu vas avoir de la croissance pas seulement en créant des nouveaux objets, des nouvelles machines, mais par exemple en créant de la connaissance. Oui. Et là j'ai pas le sentiment, si je capitalise toute ma croissance sur la connaissance ou la création de connaissances, que ça aurait un impact négatif sur l'environnement.
Il te faudra quand même toujours... Enfin, je suis entièrement d'accord avec toi que... Enfin, après, je pense qu'il y a besoin d'infrastructures toujours derrière. Et que c'est pas tant l'économie de la connaissance, c'est pas tant ça le problème, mais c'est de se dire que l'économie de la connaissance, typiquement, il faudrait qu'elle croît de manière infinie, que c'est toujours... en fait, pour moi, c'est pas tant... c'est plutôt nos modes de représentation le problème, en fait, derrière tout ça. C'est le fait de se dire que cette économie, elle doit croître en permanence, qu'il y a une rationalité économique en permanence sans prendre d'autres indicateurs. Et que, en fait, il faut avoir une vision plus globale pour que ça... Non, mais comme tu dis, c'est qu'à la fois, on ne peut pas tout capitaliser sur seulement l'économie de la connaissance. Oui. Et aussi... C'est un peu ce que Jancovici dit, typiquement. Et ce qu'on peut aussi rétorquer, c'est que l'économie de la connaissance, ça reste des... Enfin, tu vas toujours, in fine, d'une certaine manière, extraire des ressources, ou que ce soit par exemple si c'est parce que tu fais des webinars ou que tu vas dans une salle de classe, tu as besoin de créer des bâtiments, tu as besoin de te déplacer dans ces bâtiments. Sur ton ordinateur, tu vas devoir faire ton ordinateur, utiliser l'électricité. Donc, tu as toujours des sous-jacents qui sont quand même très à la fois physiques et où en fait tu es dans un monde limité. Et donc, même si tu vas sur une économie de la connaissance qui soit infinie, tu vas forcément buter sur des limites physiques. Si tu ne changes pas cette manière de faire. Oui. Et le deuxième, c'était par rapport à les inégalités. Alors là, pour le coup, je suis moins au fait. Mais par contre, à l'échelle de l'homme, enfin, je sais pas, l'apparition de l'Homo sapiens, peut-être que je me trompe, hein, mais moi j'ai plutôt au contraire le sentiment que la croissance économique depuis 200 ans, avec la date d'anniversaire de l'ESCP, depuis 200 ans, en fait, on a réussi à considérablement réduire les inégalités, même si tu as quand même effectivement Thomas Piketty qui dit que récemment, c'est un peu l'effet inverse qui se passe, mais que rétrospectivement, si on prend sur des échelles longues, c'est plutôt le monde est devenu plus égalitaire avec par exemple l'apparition des classes moyennes, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ? Je suis à 100% d'accord, mais en fait c'est plutôt une question d'actualité et de seuil. C'est aussi ça qui est important de prendre en compte, c'est que si la croissance augmente et que elle profite qu'aux plus riches typiquement, sans politique de redistribution qui soit mise en place, en fait, si on pose pas de limite, ça profite plus à tout le monde de manière équitable, en fait. Et qu'il y a un seuil à partir duquel, typiquement, le paradoxe d'Esterlin, c'est de se dire qu'à un moment, quand tu as trop de richesse, ça te rend plus heureux à l'échelle d'un pays. Alors, je pense qu'on creuse un peu ça, surtout... J'aurais deux manières de répondre. La première, c'est tu parlais effectivement au bout d'un moment en fait la croissance finit par profiter qu'à certains et plus à d'autres. Donc en fait c'est-à-dire en fait la classe moyenne n'arrive plus à profiter de la croissance et ça va être plutôt les classes supérieures qui vont pouvoir en profiter. Mais est-ce que là je peux pas te rétorquer en disant l'État n'a qu'à mettre plus d'impôts aux riches et le redistribuer, et dans ce cas-là tu as toujours de la croissance. Et simplement, cette croissance, c'est l'État qui fait le travail de la redistribuer. Si, tu peux me rétorquer ça. Enfin, ça, non, mais je serais carrément OK. Oui. Mais après, il y a aussi l'échelle... ça, à 100%. Et après, il y a aussi l'échelle globale entre les pays, typiquement. Où, en fait, des pays développés vont avoir une dynamique de croissance qui va se baser sur des pays moins développés. Et où typiquement, là, il y aura toujours une dimension d'inégalité. Parce que je pense que la croissance économique, c'est aussi le fait de se baser sur une dynamique d'accumulation qui peut pas toujours être... qui peut pas, à l'échelle globale, être équitable. D'accord. Non, et c'est même un pari qui est un peu fou. Enfin, pas fou, mais en fait, c'est un peu facile aussi de dire que les 190 pays du monde vont réussir à créer le système qui, justement, permet de redistribuer. Alors qu'on voit que les grandes économies, par exemple, si tu prends les États-Unis, ils sont pas forcément dans cette démarche, et c'est plus des États européens
qui vont effectivement, par exemple la France redistribue je pense beaucoup, après comparativement à d'autres pays je pourrais pas dire, mais par rapport par exemple aux États-Unis je pense qu'ils distribuent beaucoup, même les pays anglo-saxons de manière générale, mais effectivement ce serait peut-être un peu trop facile de dire ça. Et aussi, alors deuxième point, tu parlais de la richesse qui en fait au bout d'un moment ne te crée plus de bien-être. Oui. Est-ce que tu peux développer par rapport à ça? Enfin, nous dire combien il faut que je vise d'argent là pour qu'après c'est bon, j'ai plus qu'à être heureux quoi. Mais justement, en fait, il y a des études qui montrent que, en fait, l'économie, c'est pas ça qui va. L'argent, c'est pas ça qui va t'apporter in fine ton bonheur. Enfin, Ok. j'apprends rien à personne, je pense. Ok, je vais répondre à ça après. Ok, oui. Mais qu'il y a des valeurs, typiquement, enfin, que t'es un être humain, donc t'es multidimensionnel, qu'il y a des valeurs psychologiques, sociales, Mhm. cognitives, que t'as besoin de nourrir pour être heureux, enfin, Mhm. pour avoir du bien-être, et que à partir, enfin certes, j'ai encore des dictons très populaires, mais genre, on a besoin d'argent pour vivre, nanani, mais qu'en fait il y a plusieurs études à plein d'échelles qui montrent que au bout d'un certain temps, au bout d'un certain seuil, Mhm. c'est plus la dimension monétaire qui va t'apporter du bien-être. Ok, C'est d'autres dimensions que tu as besoin de nourrir aussi. ok. Et ce seuil, est-ce que tu pourrais nous dire lequel c'est ou... Non, mais en peut-être fait, il y a 1000 études qui nourrissent cette idée, et à chaque fois, ils ont, je pense, des seuils un peu différents et tout Ok. ça. Et c'est quoi? Il faut gagner le SMIC, il faut gagner 100 000 $ par an. Enfin, c'est quoi le... Enfin, je sais que moi, J'en ai aucune idée. celui que j'ai de référence, mais Ouais. c'est loin, je pense, d'être scientifique. C'est un bouquin que j'avais lu et qui disait que c'était 75 000 $ par an. Ce qui me paraît Ok. déjà énorme. Ouais. Après, c'est potentiellement aussi 75 000 $ aux États-Unis, Ouais. où tu peux imaginer que t'as moins l'État-providence, donc il Ouais. faut pouvoir financer ta santé, etc. Mais ok. Oui, je pense que ça veut rien dire. Enfin, je sais pas. Enfin, ça dépend de comment tu vis, si tu as un prêt à rembourser, si tu as Mmh. ta maison à payer. Mmh. Déjà, c'est ce qu'il te faut, une maison. Enfin, bon, Ouais. mais ok. Donc, très, très clair par rapport à ça. Et je voulais revenir. On n'en a pas tout à fait fini par rapport aux inégalités, mais tu disais l'argent n'apporte pas le bonheur. Mais aujourd'hui, moi j'ai l'impression que la réalité te donne Ok. tort parce que, alors peut-être qu'on se trompe, hein, mais on peut quand même partir peut-être de l'axiome ou du postulat que effectivement tout être humain va chercher le bonheur. Mhm. Mais tu vois, on en discutait même avant d'enregistrer ensemble, que moi personnellement j'ai beaucoup d'amis, je pense qu'ils cherchent le bonheur, mais ce qu'ils vont aller eux chercher au quotidien, c'est-à-dire à travers leur travail, c'est de l'argent, c'est-à-dire gagner, le salaire qu'ils vont recevoir en net sur leur compte bancaire, c'est ce qui va mobiliser toute leur énergie. Et alors, est-ce que c'est juste peut-être qu'ils cherchent pas le bonheur ou que ce que tu pensais peut-être, tu disais je vais rien apprendre à personne, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris qu'en fait effectivement l'argent ne servait pas au bonheur, c'est peut-être ça. Enfin, qu'est-ce qui amène à des êtres humains qui en plus a priori sont quand même éduqués, ont une notion, ont quand même une approche de la réalité qui est quand même assez développée, justement sur cette chose aussi simple, peut-être se trompent ou font des erreurs. Hum, je pense qu'il n'y a pas Non, non, mais il tu... y a pas d'erreur ni quoi que ce soit, mais qu'en effet, quand je disais l'argent ne fait pas le bonheur, c'est aussi cette dynamique d'accumulation, mais que on est dans un mode de société où on érige l'argent, par exemple, on érige le fait de bien s'habiller avec des marques Mhm, dans certains milieux mhm, comme un vecteur de prestige social, typiquement. mhm, Et que si le vecteur de prestige social, c'était de faire la soupe populaire, mhm. alors ce serait plus l'argent le moteur de ça, ce serait la dynamique sociale. Ok. Donc, est-ce que, pour essayer de comprendre, mais peut-être c'est moi qui comprends mal, mais pour essayer de comprendre, en fait, ce que tu veux dire, c'est que en fait, on rattache à la notion de bonheur des codes sociaux, Mhm. qui sont, par exemple, l'accumulation, le fait d'avoir des marques, etc., qui, ça, effectivement, peuvent être atteints, on peut les atteindre grâce à de la richesse, à l'argent. Mm. Donc, c'est pour cette raison qu'on peut avoir autour des gens autour de nous qui vont aller chercher à accumuler un peu plus d'argent. Entre autres, et après l'argent, c'est aussi, avoir de l'argent,
ça t'ouvre plein de portes, c'est sûr. Enfin, Mhm. je suis pas en train du tout de dire le contraire et ça te permet de faire plein de choses. Mais en fait, si tu es dans une société où tu te rends compte que tu peux faire plein d'autres choses, enfin, je pense que c'est toute une dynamique globale de faire comme les autres et d'avoir des modèles de société, d'avoir des modèles d'autres personnes. Et on se dit que le modèle, c'est d'aller faire ses vacances au Mexique et que c'est ça qui va te rendre heureux. Et c'est sûr que ça te rend heureux. Mais en fait, il y a d'autres choses qui peuvent aussi te rendre heureux, Mhm. qui soient moins destructrices, typiquement, de l'environnement. Mhm. Et que je dis pas que les gens qui se font des belles vacances et qui ont des super salaires sont dans l'erreur ou quoi que ce soit. Je dis juste que tu peux te représenter et agir du coup différemment. Mhm. Je comprends. Donc en fait, donc l'évidence que toi tu disais, bah, effectivement l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être que par rapport... Enfin c'est une évidence pour toi, mais c'est pas une évidence peut-être pour la société. Enfin c'est-à-dire qu'individuellement c'est peut-être une Mm. évidence, mais on n'arrive pas à rendre cette évidence individuelle collective. Ouais, je pense. Je pense Ok. qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mhm. Et qu'il y a, oui, l'équilibre entre... Enfin, du coup, moi, l'imaginaire social, je l'étudie avec un philosophe qui s'appelle Castoriadis. Ok, Et en gros, lui, ce qu'il dit sur l'imaginaire, c'est que c'est à une échelle à la fois individuelle et collective, d'accord, et que l'un ne va pas sans l'autre, et d'accord. qu'on a des représentations qui sont collectives, Mhm. notre imaginaire social, et qui répondent à nos croyances individuelles, et D'accord. qu'elles s'organisent autour de plusieurs valeurs centrales, ces représentations, et qu'en fait, cet imaginaire collectif, il nous contraint et il forme nos manières d'agir et de penser. D'accord. Mais qu'on a aussi le pouvoir, individuellement, collectivement, de modifier cet imaginaire Mhm. et de changer ce qui est approprié, désirable, ce qui est rationnel ou non. Mhm. Et donc, c'est une dynamique à la fois individuelle, collective, et une dynamique à la fois de se faire former par son imaginaire et d'avoir le pouvoir de le transformer. D'accord, donc en fait, alors c'est très intéressant, et par rapport à l'imaginaire, donc ça veut dire c'est modifier son imaginaire pour changer pas son état, mais sa façon de vivre, des choses comme ça. Et tu as parlé aussi de l'imaginaire individuel et l'imaginaire Mm. collectif. Et comment tu le modifies? Enfin, comment tu parlais de le modifier? Ouais. Et comment tu arrives à limite un imaginaire individuel? Enfin, je sais pas, est-ce que déjà c'est à titre individuel, c'est plus facile de changer mon imaginaire personnel ou celui ou collectif? Euh, bah, je dirais qu'à l'échelle d'une société, c'est quelque chose qui est plus lourd, qui est plus inerte, et Mhm, du coup que c'est plus difficile à changer dans la diffusion. mhm. Mais qu'à l'échelle individuelle, c'est plus intime. Ça relève de plein d'autres choses intimes, et du coup, c'est aussi c'est un mode différent de, de changement, et que la décroissance, elle porte pour moi, elle porte cette volonté de changer nos imaginaires. Serge Latouche, que tu as cité tout à l'heure, il disait que la décroissance, c'est décoloniser l'imaginaire de la croissance. Ok. Et, du coup, la décroissance, typiquement, c'est une notion assez radicale qui vient essayer nous critiquer, de nous secouer pour transformer nos imaginaires. Mais c'est une dimension, c'est un concept qui a du mal à être dans la diffusion au plus grand nombre, parce que c'est pas c'est un concept qui a une forte charge idéologique, qui va pas séduire tout le monde du tout, parce qu'il y a derrière des idées assez négatives, je pense. Et du coup, je pense qu'il y a cet équilibre à faire entre diffusion et radicalité de l'idée. D'accord. C'est vrai qu'il faut donc changer son propre imaginaire. Et Et l'un ne après, va pas sans l'autre. l'un ne va pas sans l'autre. Et pour pouvoir le diffuser, pour essayer de modifier l'imaginaire collectif, Ouais. il faut être radical ou... Enfin, être radical. C'est ça? Pour changer l'imaginaire Ouais. collectif, par exemple, la radicalité, ça peut être un moyen de changer l'imaginaire collectif Ok. par exemple, l'activisme, Mhm. ça peut être un moyen. Après, il y a, je pense, l'éducation, l'information qui peut être un moyen, mais par exemple, au vu de l'urgence climatique, ça suffit pas d'éduquer, typiquement, il faut D'accord. aussi choquer, tirer d'autres sentiments Mhm. pour pouvoir transformer un peu les choses. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que pour moi, transformer les imaginaires,
il y a une notion... j'ai l'impression qu'il faut deux choses qui sont à la fois l'espace, donc un espace pour penser, un espace où tu as l'autorisation de penser, par exemple, où tu as l'autorisation d'imaginer des choses utopiques, et où tu as un peu de temps, et par exemple, tu as un espace, ça peut être genre une œuvre d'art que tu vas écrire, ou un papier que tu vas écrire, enfin genre un espace pour poser ton esprit, et aussi un dialogue, c'est-à-dire que tu peux pas transformer ton imaginaire tout seul, et que c'est en parlant avec d'autres gens que tu vas imaginer que des choses nouvelles vont émerger, et aussi que c'est dans la dimension un peu collective, dans un groupe, que tu peux faire émerger un changement. D'accord. Est-ce que ça m'amène à... Donc, en fait, c'est créer... En fait, si j'ai envie de changer l'imaginaire collectif, il faut créer un espace où, effectivement, où tu te sens en sécurité pour pouvoir penser et avoir du temps. Donc, c'est deux éléments. Et est-ce que, typiquement... Alors, moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais est-ce que la fresque du climat, justement, c'est pas ce genre d'initiative où, en fait, bah, tu prends le temps, c'est-à-dire c'est 3 heures où tu es avec des gens, où c'est... tu as à la fois du temps et de l'espace pour pouvoir, justement... reforger cet imaginaire collectif. Ouais, absolument, et t'es à plusieurs, et en plus, je pense que la fresque du climat, c'est vraiment où t'es en mode, là, je me base sur un consensus scientifique, il n'y a pas de discussion sur ce que je pense pas, c'est des faits scientifiques qu'on va discuter, et je pense que c'est un bon moyen. Après, là où je vais moi-même critiquer ce que je dis, c'est que une fois que t'as fait ta fresque du climat, finalement, il faut que cet imaginaire, il infuse pour modifier, une fois que tu as modifié un peu ta manière de penser, ou que tu as vu qu'il y avait d'autres manières de penser, il faut agir derrière, et si tous les gens qui font la fresque du climat derrière retournent à leur business as usual, ça n'a servi à rien, en quelque sorte. Et du coup, il y a une dimension après d'action qui est nécessaire pour transformer l'imaginaire. Donc c'est un espace, du temps et de l'action. Ouais. Ok, très clair. Donc on a repris la notion donc des inégalités. Enfin non, pardon. Tu disais la croissance était négative pour l'environnement, que ça crée des inégalités. Donc on est revenu sur cette notion. Donc après on a un peu dérivé sur l'argent ne fait pas le bonheur. Et il y avait le dernier élément, c'était par rapport au bien-être. Je croyais ce que tu disais, c'était que la croissance n'a pas permis l'essor du bien-être, ou du moins n'y a pas participé. Vous étiez chez Think Degrowth, Pensez la décroissance, le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que moi. N'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks sur LinkedIn. La seconde partie sera bientôt disponible. D'ici là, à bientôt!